Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Le message du nouveau SEMGA aux militaires. Ayez plus de retenue sur les réseaux sociaux. Général Cheikh Wade est officiellement installé dans ses fonctions de chef d'état-major général des armées. En 2019, il était candidat à la présidentielle, arrivé 4e à la course. Et la Sall a fini par rejoindre le camp de Macky Sall. L'ancien président du PUR, accusé de violation de la loi par les députés pour cumul de fonctions, va apporter ses éclaircissements dans ce journal. Les pharmaciens de la région de Kaolack alertent une nouvelle fois sur l'urgence de ratifier la convention Médicrime qui lutte justement contre la vente de médicaments illicites. 6 tonnes de produits prohibés ont été incinérés aujourd'hui à Kaolack. Le général Cheikh Wade est désormais le nouveau chef d'état-major général des armées. Lors de son installation aujourd'hui, le SEMGA a lancé un premier message aux militaires. Plus de retenue sur les réseaux sociaux. Préserver les ressources naturelles est aussi une priorité du général Cheikh Wade, compte rendu de la cérémonie d'installation ce matin par Ibrahim Ndiaye et Seydina Mbaye. Sur un tapis rouge, aux allures des grands jours, le tandem chargé désormais de la politique des armées marque le pas et salue les troupes. Des soldats concentrés, certains armés, d'autres drapeaux nationaux en main pour honorer leur nouveau chef, un moment immanquable pour le ministre des Forces armées pour rendre hommage aux disparus. En présence de hauts gradés et de civils, le ministre Sidiki Kaba prend la parole pour saluer le parcours du général tout en lui rappelant les priorités. La protection de nos approches maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques dont recèlent nos océans, revêt un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Mon général, il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Nul secret dans ce domaine. Nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entraînée et bien commandée, mais aussi de capacités adaptées et d'équipements spécialisés. C'est la feuille de route, mon général, tracée par son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État et chef suprême des armées, depuis son accession à la tête du pays. Le SEMGA valide et va même plus loin. Le général Cheikh Wade veut conserver les acquis, renforcer les équipements et miser sur la discipline militaire. Je demeure persuadé que toute entreprise militaire serait vaine sans la discipline. La discipline, force principale des armées. Et à l'absence d'un socle solide de valeurs cardinales, éthiques et professionnelles, qui consacrent aux armées leur véritable identité. En cette période où l'accès à la communication et à l'information s'est généralisé par le biais des réseaux sociaux, j'exhorte tout particulièrement les militaires à faire preuve de tenue et de retenue dans leur usage et du devoir de réserve auquel tous les personnels sont assujettis. En effet, dans la pratique, il est fortement probable que le fil très tenu de conservation et de défense du secret soit rompu, et souvent de façon insoupçonnée. Lors de cette cérémonie d'installation, le ministre Sidiki Kaba et le général de corps d'armée Cheikh Wade ont rendu un vibrant hommage au général sortant Biram Diop, tout en soulignant que les hommes passent, mais le message demeure. Au service du Sénégal, on nous tue, on ne nous déshonore pas.
L'actualité de ce jeudi, c'est aussi cette sortie du professeur Issa Sall, accusé d'avoir violé la loi pour avoir cumulé son poste de ministre conseiller à celui de député. L'ancien responsable du PUR dément et précise avoir écrit à l'Assemblée nationale dès sa nomination par Macky Sall. Il a écrit donc à l'Assemblée pour son remplacement. Antoine Diouf l'a joint ce matin. Parfaitement. Depuis le 2 mars. Ça fait juste un mois. Ministre conseiller, député en même temps, certains disent que vous avez violé la loi. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais que je n'ai pas violé la loi. Parce que j'ai envoyé une correspondance pour invoquer donc l'article du code électoral qui en parle et de demander au président de l'Assemblée de procéder à mon remplacement. Mais bien sûr, il ne peut pas y avoir de violation. Et qu'est-ce qui vous a motivé à accepter de travailler avec le président Macky Sall? Vous savez, moi j'ai été candidat à la présidentielle et j'ai donc une idée sur comment travailler pour mon pays. Alors je ne peux pas attendre d'être président un jour pour travailler pour mon pays. Si j'ai l'honneur d'être convié par le président de la République pour donner des idées sur la bonne marche du pays, mais en tant que patriote, je ne dois pas hésiter. C'est pourquoi le fait que le président m'ait appelé à son côté pour être son conseiller, je pense que je ne pouvais pas faire mieux d'accepter. Vous avez eu à critiquer la politique du président Macky Sall. Vous êtes ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je l'ai critiqué en quoi? Mais lors de la dernière campagne présidentielle, vous avez défendu votre vision, différente de celle du président Macky Sall. Opposition de vision, donc. Oui, bien attendez. Vous m'avez posé une question, je vous ai posé une question. Vous m'avez suivi pendant la campagne électorale. Le candidat Macky proposait un programme. Moi, j'ai proposé un programme. Le programme que je proposais maintenant, si le président Macky m'appelle à son côté, je pense que les idées que j'avais, je dois pouvoir le partager avec le président pour donc la bonne marche donc de notre pays. Et votre nouveau parti? Et ça se passe très bien au niveau du parti. Nous sommes en train de placer nos cartes et de massifier le parti. Notez aussi ces nouvelles perturbations dans le dialogue national. Le Front de résistance nationale vient de quitter la commission politique. Le FNR reproche à la majorité présidentielle d'avoir unilatéralement pris la décision de reporter les élections locales. Le Front reste convaincu que ce nouveau report aura de fâcheuses conséquences sur le calendrier républicain. Et cette interrogation, combien de Sénégalais se plaignent de la cherté de l'électricité, combien d'autres vivent dans des zones non électrifiées, tout ceci constitue de gros défis pour nos gouvernants. 220 milliards de francs CFA pour réaliser la plus grande centrale électrique de l'Afrique de l'Ouest ici à Dakar. Avec une capacité prévue de 300 MW, cette infrastructure devra offrir aux Sénégalais particulièrement un accès moins cher aux énergies. À noter aussi que le projet est financé par le secteur privé national. Je vous propose alors d'écouter les assurances de la ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima. Cette centrale, avec une capacité installée de 300 MW, sera la première de cette taille construite au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Elle est, en plus, entièrement financée par des fils de ce pays, à l'image de la plateforme logistique du port autonome de Dakar, mais surtout dans des délais de développement très courts. Preuve de l'engagement des partenaires financiers et techniques autour de ce projet, mais également des Sénégalais qui y ont cru. Cette cérémonie intervient dans un contexte où l'énergie, moteur principal du PAP 2A, avec une électricité qui sera produite via le gaz naturel à travers la stratégie Gas to Power pour l'industrialisation, mais également pour la valorisation de toutes les chaînes de valeur, la conservation également des produits issus de l'agriculture. Je l'annonçais en titre, 6 tonnes de médicaments impropres à la consommation ont été incinérées à Kaolack, suffisant pour soulever la colère du syndicat des pharmaciens de la région. Ses membres invitent le chef de l'État, ou lui rappellent plutôt l'urgence de ratifier la convention Médicrime pour mieux lutter contre les médicaments illicites, compte rendu à Damassar. Du chanvre indien, des médicaments, des boulettes de hashish et des méthamphétamines, c'est la composition de marchandises prohibées incinérées. Pour le directeur régional des douanes du centre, il s'agit d'un record. Aujourd'hui encore, on est là à Kaolack pour plus de 6 tonnes.
également et une valeur de presque 892 millions de médicaments. Donc je pense que c'est un travail qui a été fait par la douane, mais aussi par les forces de défense et de sécurité. Parce que dans ces saisies qui ont été faites, on y a associé les saisies de l'OCRITIS. Et donc c'est un travail de synergie qui est fait et l'ensemble des forces en fonction des compétences. Le syndicat et l'ordre des pharmaciens de Kaolack a saisi cette occasion pour appeler le président de la République l'urgence de criminaliser la vente de médicaments illicites. Ensuite, lancer un appel au président de la République pour que, à la ratification, à l'adoption de la convention Médicrime. Parce que ça, le trafic de médicaments, on doit le ratifier pour qu'il soit un crime ici au Sénégal. Parce que ces médicaments-là, ça tue. Le gouverneur de la région de Kaolack lance un appel. C'est aujourd'hui pour moi l'occasion, après avoir félicité ces forces de défense et de sécurité, de lancer encore un appel en direction des transporteurs, des trafiquants. Cette drogue-là a été transportée via donc des moyens de transport à travers donc les routes, à travers les pistes, jusqu'à entrer donc dans nos différentes régions. C'est l'occasion pour moi de les appeler pour encore se ressaisir. La valeur totale de cette marchandise prohibée est estimée à 2 milliards 18 511 480 francs CFA. Fin de mission au Sénégal, le professeur Didier Raoult s'envole pour la France. Son séjour a été essentiellement marqué par cette collaboration renouvelée entre l'IHU de Marseille et l'IRSF. Face à la propagation du coronavirus, les deux laboratoires vont axer leurs travaux sur la caractérisation des variants. Babacar Seck. Axée sur l'étude de la Covid-19, la mission du directeur de l'IRD IHU de Marseille a permis au professeur Didier Raoult de partager avec les chercheurs de l'IRSF sur l'origine des variants et leur caractérisation. On a publié le premier variant, quand les gens disaient encore que les variants n'existaient pas, on a publié un variant qui venait d'Afrique, on a les génomes qu'on a fait du Sénégal et puis qui est passé par le Maghreb et qui est venu par bateau à Marseille, qu'on a appelé Marseillais, qui est publié à l'époque où tout le monde disait que les variants n'existaient pas. Donc on a découvert les variants à peu près 4 mois après avec le variant anglais. Jusque-là, les gens disaient que ça n'existait pas, que c'est le même virus qui revenait. Ce qui était une bêtise ignorante. Mais si on ne travaille pas et qu'on ne regarde pas les données réelles, on ne dit que des bêtises. La recherche sur les maladies infectieuses est confrontée au manque de spécialistes en bioinformatique, d'où la recommandation aux autorités pour la création d'une école de formation en la matière. Une des recommandations, c'était de créer une école d'ingénieurs bioinformaticiens au Sénégal. Parce que maintenant, les séquences, il faut les analyser. Il faut les analyser. Pour les analyser, il faut avoir des gens qui savent analyser des séquences, qui savent les lire, les interpréter. Et là, ça manque. C'est comme à un moment donné, il y a quelques années, il y a 25 ans, 30 ans, il manquait des informaticiens. Pour éviter la fuite des cerveaux, le professeur Raoult préconise la création de pôles technologiques pour permettre aux chercheurs africains de s'exprimer. Donc il faut trouver maintenant la jonction à un moment pour trouver une place pour eux. Alors un des éléments de la place, bien sûr, c'est les outils, les pôles technologiques. C'est le cas ici, c'est-à-dire que les gens peuvent faire de la science de niveau international, compétitif ici, parce que les outils y sont, parce que les capacités y sont. Ensuite, il faut trouver la jonction pour leur trouver un emploi, pour leur trouver un financement qui soit à la hauteur. Selon le professeur Didier Raoult, la médecine traditionnelle a une place dans la recherche. Cependant, les gouvernements doivent s'impliquer. Quelle politique de relance pour un théâtre de qualité au Sénégal? L'association de la presse culturelle en a parlé. Ses membres ont aussi passé en revue leurs difficultés, la formation, la structuration et le financement. Et c'est tout calme. Le 4e art interpelle les acteurs politiques et culturels sur l'urgence et l'importance de la structuration, la professionnalisation et le financement. Il faut que nos acteurs soient formés, qu'ils soient initiés au métier du théâtre, que l'État puisse financer le secteur du théâtre. Je l'ai rappelé tantôt, il y a un fonds dédié à la créativité. Mais ce fonds-là, moi je pense qu'on doit aujourd'hui l'orienter vers un financement du secteur professionnel du théâtre.
mais ça va aussi passer par la structuration. On ne voit plus de grandes compagnies, que ce soit publiques ou privées. Cette comédienne remet en question les politiques culturelles qui n'arrivent toujours pas, selon elle, à crever l'abcès sur les maux du secteur théâtral. Comment comprendre un État qui met en place des infrastructures de la dimension du grand théâtre, du Lumière Rose, sans au préalable avoir un enseignement digne de ce nom, des écoles de formation de haute facture, un grand théâtre qui n'a ni troupe théâtrale, ni ensemble instrumental, ni ballet et j'en passe. Un grand théâtre qui produit tout sauf du théâtre. Il faut croire que l'idée de départ était de mettre la charrue avant les bœufs. Comment comprendre également que durant cette période de pandémie du Covid-19, l'État du Sénégal ait pu injecter à 2 reprises des milliards chez les acteurs culturels sous forme d'aide face à la riposte, quand on sait qu'avec beaucoup moins, l'État peut construire pas un, mais plusieurs écoles de formation au métier des arts. Cet acteur dans plusieurs séries sénégalaises souligne l'intérêt de la formation qu'il juge essentielle. J'ai jamais fait de théâtre, j'ai pas fait de théâtre. Aujourd'hui, je me forme parce que aujourd'hui, on me voit à la télé, je joue des séries. Certes, j'ai pas fait de formation, mais je me forme en interne, c'est-à-dire je cherche des masterclass en ligne, je cherche des techniques de jeu d'acteur sur le net. La célébration de la Journée mondiale du théâtre, occasion de mettre l'accent sur la formation, gage de perfectionnement. Permettre au théâtre de pouvoir répondre aux besoins de la compétitivité, de l'émergence, ainsi redorer son blason. Merci beaucoup Aïssatou Kane. Un mot à présent sur la récente bataille rangée entre étudiants de l'UCAD. L'intersyndicale du personnel du Centre des œuvres universitaires de Dakar appelle à la mobilisation contre toute tentative de déstabilisation pour des motivations politiques. Sur place, notre reporter Mamadou Dian. L'intersyndicale du Centre des œuvres universitaires de Dakar se veut claire. Des violences entre ethnies n'ont jamais eu lieu au sein du campus. Il faut que vous l'entendez. Il n'y a jamais eu d'incident d'ordre ethnique à l'université Cheikh Anta Diop. 100 000 étudiants fréquentent ce lieu. 2 d'entre eux ont eu un accrochage. Chacun soutenu par ses camarades. Vous avez fait l'université. Ça arrive naturellement. Il n'y a pas de violence entre ethnies à l'université. Là, vraiment, les colorations politiques auraient accentué les violences à l'université Cheikh Anta Diop. L'intersyndicale sur le pied de guerre pour la stabilité de l'espace universitaire. L'intersyndicale soucieux de la paix et de la stabilité dans les campus sociaux, seul gage de bien-être pour les étudiants et les travailleurs, appelle tous les membres de la communauté universitaire à s'ériger en bouclier contre toute tentative de déstabilisation de l'université pour des motivations politiques. La stabilité ne se fera pas sans la sécurité, d'où une interpellation des autorités. Nous appelons les autorités à aller dans le sens du renforcement de la sécurité au campus, afin que la stabilité demeure. Renforcer la sécurité pour une paix durable. L'intersyndicale du coude se réjouit du dénouement heureux des incidents notés dernièrement au sein du Temple du Savoir. Les syndicalistes comptent dorénavant se dresser contre ce qu'ils appellent les pyromanes de la stabilité de l'UCAD. Mamadou Dian, ces incidents malheureux également déplorés par l'écrivain Thomas Djibril Faye. Le monde de Serer à l'épreuve de ces 3 célébrations, l'intitulé de son livre publié récemment. Il en a profité pour parler de cette bataille à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et c'était lors de la cérémonie de dédicace. Le compte-rendu est signé Gordiouf. Le monde Serer à l'épreuve des 3 célébrations est le titre du nouveau roman de Thomas Djibril Faye. Un ouvrage qui parle de certaines pratiques dans la culture sérère. Si vous voyez le monde sérère, vous voyez carrément qu'il y a des célébrations, à savoir la circoncision, à savoir les mariages, à savoir ce qu'on appelle les funérailles. C'est une société tout à fait fêtarde.
Et dans ce sens-là, maintenant, dans ces fêtes-là, il y a des interférences, c'est-à-dire par rapport au Winborg, comme on le dit, c'est-à-dire aux gens, en tout cas, voilà, qui ont un pouvoir surnaturel, interfèrent dans ces célébrations-là, pour en tout cas nuire la vie humaine ou bien l'humanité. La modernisation de certaines pratiques culturelles en milieu sérère est l'un des objectifs que s'est fixé l'auteur. Le favoritisme manifeste qui sévit dans ce monde-là, on ne laisse pas aux jeunes, en tout cas, le temps de s'épanouir ou bien le droit de s'épanouir. Vous voyez, on les contraint dans toutes les circonstances. Thomas Djibril Faye accorde une importance capitale au cousinage à plaisanterie. L'écrivain regrette les tensions notées ces derniers jours au sein du campus. Non, le cousinage à plaisanterie est bien initié depuis très longtemps à savoir les dirigeants, à savoir les premiers dirigeants du pays, Léopold Sédar Senghor et les acteurs culturels. Ils ont bien réussi maintenant à imposer ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie au sein du pays. C'est ce qui nous préserve maintenant des guerres ethniques et religieuses, vous le savez très bien. Bon, je lance un appel solennel, en tout cas à ces acteurs-là, de tout délaisser. La circoncision, le mariage, les funérailles, une triptyque qui inspire Thomas Djibril Faye à produire un roman. Une occasion pour lui de mettre en lumière de vieilles pratiques. À revoir. Et dans le reste de l'actualité, Air Sénégal plane dans les airs de l'Afrique centrale avec un nouveau programme de vols régionaux lancé ce lundi. Destination 3 capitales, Douala, Libreville et Cotonou. Une occasion pour cette compagnie aérienne de relier le Sénégal au reste du monde. Deux Airbus sur les pistes de décollage pour justement matérialiser la relance de Air Sénégal, fortement impactée par la pandémie de Covid-19. Papa Lunsar et Augustin Mandon faisaient partie du voyage. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les airs entre le Sénégal et l'Afrique. Une page écrite par Air Sénégal. Cotonou, Douala, Libreville, 3 nouvelles capitales, 3 nouveaux espaces où Air Sénégal déploie maintenant ses ailes de géant. Un nouveau pont aérien qui inscrit notre pays sur les pistes du décollage économique. Air Sénégal, c'est une compagnie jeune, une compagnie africaine, qui a fait le pari de lancer un hub là où elle peut s'installer, s'établir dans le cadre d'un développement d'une grande liaison entre les peuples africains et connecter également l'Afrique de l'Ouest au reste du monde, l'Afrique centrale. Mais déjà, nous connectons l'Afrique de l'Ouest à l'Europe. Et en septembre, nous connaîtrons l'Afrique de l'Ouest également aux États-Unis. Airbus 321. Bienvenue dans cet avion où la commodité rime avec la diversité. Des passagers venus d'horizons divers mais qui partagent une seule destination. Aucune raison pour ces passagers de rater ce premier vol. Disons que j'ai été satisfaite du début à la fin, que ce soit au niveau de Dakar jusqu'à Cotonou. Tout s'est bien passé. Les hôtesses ainsi que les pilotes et consorts, ils ont été, disons, accueillants. Et au niveau de Cotonou aussi, ça s'est bien passé. Vraiment satisfaite. Avec Air Sénégal, on est très heureuse, on a la fierté de vous rencontrer ici aujourd'hui. On dit félicitations, bravo à notre président de la République, M. Macky Sall, Ali Bongo Ondimba. On dit félicitations à notre directeur général, on remercie, on dit bravo, bon vent, que Dieu nous aide dans notre pays, Sénégal, Gabon, que Dieu nous accompagne. On est très heureuse de voir notre Air Sénégal ici au Gabon. Merci à tout le monde. La relance des Air Sénégal est ainsi actée avec ce nouveau programme de vols régionaux. Une compagnie aérienne frappée par la pandémie de Covid-19. Mais elle est bien résiliente. Il est évident que, comme toutes les compagnies africaines, Air Sénégal a été impacté, et lourdement impacté. Et cependant, Air Sénégal a la chance d'être une compagnie soutenue fortement par son actionnaire État, l'État du Sénégal, que nous remercions, et qui lui permet d'être très résiliente et de préparer la relance.
Donc cette ouverture de ligne est clairement et ouvertement dans le cadre du plan de relance de la compagnie suite à cette pandémie qui nous a atteints tous. 3 fréquences hebdomadaires les lundis, mercredis et vendredis pour établir un trait d'union entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi Casablanca. Air Sénégal plane de plus en plus dans les airs, objectif faire du Sénégal un hub aérien. L'ouverture de la ligne Afrique centrale constitue l'image la plus achevée. Merci beaucoup, Papa Lunsar. Une note de sport. Tony Parker est à Dakar depuis lundi soir. La star française de basketball s'est rendue dans plusieurs sites de sport situés entre Mbour et Thiès. Il se dit ébloui par le talent des jeunes Sénégalais. Il a aussi parlé de sa reconversion avec Saïkou Seydi, Serine Saliudem et Cheikh Ougaï. C'était à Sali. Il a très bientôt balisé le terrain de sa reconversion avant même la fin de sa carrière de basketteur. Depuis 2009, année à laquelle il est devenu actionnaire de l'Asvel, club de basketball de Villeurbanne, Tony Parker essaie de rendre au sport la monnaie de sa pièce. Je prends beaucoup de plaisir et je prends beaucoup de plaisir à redonner à mon pays et redonner au sport tout ce que ça m'a apporté en fait, tout simplement. Moi, ma reconversion, c'est redonner au sport et aider la jeune génération à réussir leur vie. L'après-carrière du quadruple champion NBA ne s'arrête pas uniquement au basketball. L'ancien meneur tricolore dévoile jour après jour son amour pour le football. Moi je joue au foot depuis que je suis tout petit, j'ai commencé par le foot, j'ai joué pendant 4 ans et après j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup d'amis dans le foot et maintenant par rapport à mon implication dans l'OL, j'essaie d'apprendre un maximum, de voir ce qui se passe dans les différentes académies. Nous notre association c'est avec Dakar Sacré-Cœur et ça se passe très bien. Je suis allé visiter ce matin avec des installations excellentes et donc maintenant il faut voir comment on peut continuer à grandir. Le Sénégalais Gorgui Sidien a récemment rejoint San Antonio, club que la star française connaît très bien pour y avoir passé 17 années. Pour lui, le pivot sénégalais peut bien réussir chez les Sports. Ouais, je pense que ça va bien se passer pour lui. Il intègre une des meilleures équipes de la NBA avec un coach qui est peut-être le meilleur coach de l'histoire de la NBA. Et donc je pense qu'il pourra bien progresser là-bas et je pense que c'est un joueur qui pourra beaucoup apporter aux Spurs. Sa visite de 4 jours lui a permis d'avoir une vision plus claire du sport sénégalais. Tony Parker est ébloui par les jeunes talents et est persuadé que le pays a le potentiel pour titiller les meilleures nations de sport. Merci beaucoup à nos équipes à Sali. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Ça, c'est la fin de ce journal. Sans oublier toute l'équipe de la régie, la suite de la Total Bloc d'information.